On a le plaisir d'accueillir les directeurs techniques donc, de l'usine John Deere à Orléans. Bien, bonjour à toutes et à tous. C'est vraiment un grand plaisir d'être avec vous aujourd'hui pour faire en fait un partage un petit peu concret, un retour d'expérience sur la transformation numérique sur un site industriel. Donc moi je suis Rémi Chandard, je suis donc le directeur technique du site John Deere d'Orléans-Saran, un site industriel d'à peu près 1000 personnes. Et on a démarré en fait notre démarche de transformation numérique il y a à peu près 3 ans. Alors, l'innovation chez nous, chez John Deere, c'est un petit peu dans les gènes. En fait, en 1837, John Deere, qui était un forgeron, a élaboré une charrue révolutionnaire, et ça a été le début de l'histoire de John Deere. Et 182 ans après, un atelier de forge, il a bien grandi, puisqu'on est le leader mondial du machinisme agricole, on est le numéro 3 du travaux publics, on est une entreprise mondiale, personnes limitées à travers le monde, plus de 60 000 personnes et un peu plus de 35 milliards de dollars de chiffre d'affaires. On va se focaliser sur le site d'Orléans-Saran. Voilà, donc nous en fait on est vous connaissez John Deere Artigret, qui fait des chargeurs et des presses à ballonde. Par contre, vous ne connaissez peut-être pas le site d'Orléans, on fait du moteur diesel. Donc nous, notre mission, depuis 1963, c'est de développer, de fabriquer et de commercialiser des moteurs diesel non routiers. On est un site d'à peu près 1000 personnes, dont à peu près 50 alternants. On reçoit chaque année notamment des IUT GLP qu'on intègre dans les différents secteurs techniques. On fait des moteurs 3 cylindres, 4 cylindres, 6 cylindres, 2 litres 9, 4 litres 5, 6 litres 8, entre 50 et 300 chevaux. Pour les applications telles que les tracteurs agricoles, et des machines de travaux publics, des groupes électrogènes, et puis des moteurs pour les bateaux, aussi bien pour la partie propulsion que pour la partie groupe électrogène. Alors sur le site, en fait, on a commencé à s'intéresser au 4.0 en 2016. Pourquoi? Pour une raison simple, c'est qu'il n'y avait pas une journée sans qu'on voit des articles fleurir dans toute la presse économique sur le 4.0, la révolution industrielle, la transformation numérique à marche forcée. Quelque part, ça nous a interpellés. On s'est dit qu'on avait probablement besoin de s'approprier en fait le modèle, d'essayer de le comprendre, et puis de développer un leadership d'opinion sur ce que c'est que le 4.0. Est-ce que c'est vraiment si impactant? Est-ce que c'est vraiment une révolution? Est-ce que c'est plutôt une évolution? Est-ce qu'on est déjà bien avancé au niveau du site d'Orléans-Saran? On est plutôt en retard. On avait besoin quelque part vraiment de se rassurer et puis de construire une histoire. Donc pour faire ça, en fait, on a lancé une démarche, qui est une démarche de compréhension du modèle. Donc parmi les 10 projets stratégiques qui sont menés chacun au niveau du site, on a identifié un projet qui était s'approprier le modèle de l'usine du futur. Et pour ça, j'ai mis en place en fait une équipe pluridisciplinaire avec des chefs de département, globalement de fonctions techniques, puisqu'on a la chance d'avoir un écosystème industriel complet. On fait de l'engineering, on fait de l'usinage, on a 5 lignes d'usinage, on fait de l'assemblage, on essaie des moteurs, on les peint. Voilà, donc il y a vraiment en fait tous les métiers qui sont représentés au niveau de l'industrie. Et donc ces chefs de service, on les a intégrés autour des méthodes, de la maintenance, de tout ce qui est engineering, les flux matières, et puis on a aussi intégré des personnes DRH. Et on a commencé à réfléchir et à écouter et à lire ce qui se faisait. Et on a bien fait pendant 6 mois, le temps de s'approprier l'ensemble des dimensions du 4.0 et des futur, le temps d'aller dans des colloques, de lire la presse, de discuter avec des industriels, de recevoir des consultants, d'évolutionner tout ça, d'essayer de digérer l'ensemble de ces données. Vous avez vu que, quelque part, formaliser, verbaliser ce que c'est que le 4.0, c'est pas très intuitif, c'est pas forcément très simple. Voilà. Et puis au bout de 6 mois, on a commencé à construire quelque chose. Et surtout l'intérêt, c'est que derrière la compréhension intellectuelle du truc, on a commencé à développer la culture innovation, culture digitale. Parce que finalement, les participants de ce groupe prospectif, c'est avant tout des chefs de service qui après seront amenés à déployer en fait le modèle dans leurs secteurs respectifs. Qu'est-ce qu'on a finalement conclu de tout ça? D'une part, qu'on avait effectivement intérêt
à ajouter à notre pilier d'excellence opérationnelle la transformation numérique. C'est-à-dire qu'en fait, on avait le Lean, qui était clairement identifié comme une sorte de progrès, l'automatisation, par contre la transformation numérique, on n'était pas encore dedans. Donc on a décidé dès l'année 2017 d'intégrer en fait la transformation numérique comme un réel modèle, comme vraiment une façon de fonctionner. On s'est dit aussi que quelque part, on avait besoin de construire un leadership d'opinion par type de technologie, avec le fait que, ouais, effectivement, on arrive un petit peu à croiser des chemins, on arrive à une vraie maturité entre la génération des données, avec des capteurs intelligents de moins en moins coûteux, le transport des données avec des puces de communication de plus en plus performantes, et puis les bases de données qui sont aussi de plus en plus conviviales, faciles et performantes à utiliser. On s'est dit, ouais, c'est bon, effectivement, là, il y a un vrai alignement des planètes. Et on s'est dit également que la transformation numérique, c'était vraiment quelque part le big data qui était le chemin qu'on voulait impérativement suivre. On s'est dit aussi que pour construire l'innovation, il fallait qu'on ait une gouvernance, un mode de gestion de l'entreprise qui devait changer. Et donc on devait quelque part s'organiser autour d'un mode de déploiement en fait, de la transformation numérique. On s'est dit aussi qu'il fallait qu'on choisisse notre combat. Parce que vous avez vu qu'il y a différents modèles. Il y a le 4.0 allemand, qui ne me plaisait pas trop, parce qu'on trouvait qu'il était quand même très orienté sur la partie automatisme. Il y a le modèle de l'usine du futur française, qui est d'ailleurs très bien documenté dans le guide de la Fédération des industries mécaniques, qu'on a tous lu. Voilà, on a pris du temps à lire ce document parce qu'il est vraiment très complet. Si vous ne lisez pas ce guide-là, c'est difficile de vraiment toucher du doigt l'ensemble des dimensions autour de la transformation numérique. L'avantage du guide de l'usine du futur, français, pour être un petit peu chauvin, c'est qu'il est beaucoup plus holistique que le 4.0, parce que lui, il va s'intéresser à un modèle sociétal. Et quelque part, la transformation numérique, ce n'est pas un projet technique, c'est un projet humain de l'entreprise. On s'est dit aussi, c'est que chaque projet d'innovation devait se décliner autour de quelque part l'amélioration des conditions de travail au niveau des salariés. Alors, on ne pouvait pas avoir uniquement la projet technique, mais quelque part ça devait se traduire par soit augmenter l'autonomie en fait, d'un salarié à son poste, soit améliorer simplement son confort de travail, lui faciliter la vie, et quelque part créer un peu cette notion d'augmenter, c'est-à-dire grâce à la technologie, je suis capable de prendre des décisions, je suis capable d'avoir des informations plus tôt, et je passe pas mon temps à chercher les données, je passe mon temps à récupérer les données, à les exploiter, et donc à en faire quelque chose de valable. C'est vraiment en fait l'idée qu'on s'est faite autour de ça. C'est un petit peu rassuré aussi sur notre état d'avancement, parce qu'on a quand même, voilà, on avait déjà beaucoup d'automatisme. On gère sur le site à peu près 300 modèles de moteurs différents, sur une seule ligne d'assemblage. Quelque part, la gestion de la diversité, SAP, AMRP intégré, tout ça on maîtrisait bien, les équipements d'usinage extrêmement récents, on maîtrisait aussi. Donc on s'est dit qu'on avait quand même une base qui était relativement solide. Et donc autour de ça, en 2017, on s'est mis en ordre de marche pour faire vivre en fait, le modèle de l'usine du futur. Pour cela, en fait, j'ai créé différentes fonctions dans mes équipes. J'ai créé un leader de l'innovation, en charge de mettre tout ça en musique. Bien sûr, avant, il a fallu convaincre notre petite direction que c'était la bonne chose à faire. Donc, il avait besoin d'intégrer ça au niveau du site. Autour de ce leader d'innovation, on a créé un COPIL, un comité de pilotage d'innovation, avec quelque part les mêmes chefs de service que ceux qui avaient élaboré le modèle de départ. Donc, ça y est, la culture était intégrée. Et après, on s'est posé la question, donc en fait, ce COPIL, il se rencontre tous les mois, et puis on a un tableau de bord, on mesure, etc. Et on gère à peu près une quarantaine de projets, dont notamment les projets pilotes, qui appellent l'époque avec Proof of Concept, pour réellement en fait, se faire l'idée et développer en fait, une opinion sur les différentes technologies à lancer. On s'est dit aussi, si on veut pérenniser le truc, à partir du moment où on a en fait un projet pilote, comment on fait pour être sûr qu'on peut le déployer? Et donc pour ça, on a créé ce qu'on appelle des mentors. Qu'est-ce que c'est que des mentors? Quelque part, l'idée du mentor, c'est voilà, je veux développer le repos collaboratif. Donc j'ai besoin d'un mentor. Un mentor qui va s'approprier la technologie, la comprendre, faire le premier déploiement, former l'utilisateur final, finalement à ce modèle, et puis également former après ses collègues pour que demain le deuxième propos, le troisième propos soit intégré par le collègue par exemple Python. Donc on a en fait une quinzaine de mentors qui ont été identifiés au niveau du site de manière en fait à fonctionner sur cette partie. Après on s'est dit bon, on a probablement besoin de choisir nos combats. Vous avez vu que c'est très global, hein, on peut travailler sur plein de choses, la qualité, la sécurité, la gestion des données, etc. Et on s'est dit, on va travailler sur une de nos valeurs fortes de l'entreprise qui est la qualité. Et notamment la détection au niveau du process. Et comment finalement, grâce à la transformation numérique,
je suis capable de mesurer la bonne exécution du process au moment où l'opération se fait. Voilà, ça fait beaucoup écho à la présentation précédente. Comment j'arrive typiquement à usiner une pièce et à avoir en fait l'information au bon moment que ma pièce est pas bonne avant même d'avoir l'opérateur qui va faire un contrôle en bord de ligne. Donc vraiment, c'est focalisé sur cette dimension de qualité. Un autre aspect qu'il a fallu gérer, c'est l'aspect social. Comment on communique sur 4.0? Comment on communique à 1000 employés sur le fait qu'on est parti sur une transformation numérique? On a eu un petit raté au départ, parce qu'en fait, on a voulu vendre un petit peu la lune. On était tellement passionnés et ambitieux et enthousiastes sur ce truc-là qu'on a commencé à dire vous allez voir ce que vous allez voir. Et puis très vite, on s'est aperçu que c'était extrêmement anxiogène, que ça créait plus de stress et d'attente réellement d'ondes positives. Et on a complètement arrêté ça. Et maintenant, ce que l'on fait, c'est qu'on communique au niveau de la transformation numérique au travers des projets que l'on matérialise, pas au travers de ceux que l'on estime, que l'on mesure et pour lesquels on regarde la faisabilité. Voilà, donc chaque mois, on a une communication. Ce mois-ci, on a mis en place telle technologie. Voilà à quoi ça sert. Voilà l'amélioration qu'on a au niveau des conditions de travail. Et voilà ce que ça délivre en termes de résultats. Et avec ça, ça se passe très naturellement. Quand vous donnez une tablette à un contrôleur un contrôleur moteur qui va vérifier 30 caractéristiques et qui va remplacer 30 classeurs papier par une tablette, je scanne, j'ai mon plan de contrôle dynamique, j'appuie sur le bouton, je sais exactement quoi contrôler et je regarde. En une demi-heure, l'opérateur il a tout compris, c'est mieux pour lui, il est content, terminé. C'est ça la transformation numérique, et ça passe tout seul. Et souvent, en fait, on occulte le fait que finalement, on applique dans l'industrie ce qui existe chez nous depuis des années. Donc finalement, une tablette dans l'industrie, oui, pour nous c'était nouveau, mais voilà. C'est pas vraiment extrêmement transformatif. Quelque part, on s'est dit aussi qu'on a identifié le fait qu'il y avait un vrai rapport au temps. Oui, c'est certainement une transformation numérique sur un espace temporel 20 ans, 30 ans, et pas sur 2 ans, c'est pas mal. Pas sur une activité mécanique comme la nôtre. C'est capitalistique. Lorsqu'on achète n'importe quelle machine d'usinage sur laquelle on va investir ici, de 1,5 million et 3,5 millions, la machine, elle va durer 20 ans. On ne va pas l'acheter à la poubelle au bout de 2 ans parce qu'elle n'est pas connectée. C'est pas l'idée. Donc, quelque part, ce qu'on a aussi voulu développer, c'est le principe de l'innovation frugale. Le message, c'est j'ai des machines qui sont neuves, j'ai des machines qui sont plus anciennes, juste avec des capteurs, et donc on peut les faire parler. Et donc, on a équipé en fait en connexion des machines de 15 ans qui maintenant donnent des informations qu'on n'avait pas avant. Donc, finalement, la transformation numérique, finalement aussi, les bilans qu'on a fait, il faut que ça ne change pas de métier. C'est toujours du coco. On va toujours serrer des vis pour assembler un moteur. On va toujours tester un moteur au vent en performance. La grosse différence, c'est sur la traçabilité du process, sur la capacité à s'assurer en fait que l'exécution de processus de fabrication est bien faite, sur la documentation autour de ça, sur le retour d'information. C'est ça la différence. Et d'un côté, on continue à produire. Ce qui fait que visuellement, d'un point de vue extérieur, l'usine 4 ans après le démarrage, c'est totalement différent d'avant. Et donc, le côté exogène autour de ça, il est gommé. Et quelque part, c'est ce qu'on a communiqué à nos organisations. On n'est pas dans la révolution, on est dans l'évolution. On est dans une évolution, tout simplement également parce que pour déployer un certain nombre de projets, il faut des ressources. Ça prend du temps. 40 projets pilotes, je peux vous dire que ça occupe déjà du monde. Et sur les 40 projets pilotes, on a à peu près 15 qui se matérialisent avec des vrais résultats. On n'a pas les moyens de tout transformer en même temps, c'est juste pas possible. On ne peut pas l'avaler en termes de ressources, en termes d'investissement. Et donc, on est vraiment amené à choisir notre combat, ce qui m'amène aussi à penser que finalement, un scénario de transformation numérique par site, c'est vraiment très très spécifique. Il n'y a pas deux modèles de déploiement, ça c'est pas vrai. Il y a des recettes, il y a une culture, il y a un besoin identifié sur chaque site. On ne va pas faire du 4.0 sur un site ex nihilo comme on le fait sur un site de plus de 55 ans comme le nôtre. C'est pas vrai. Je pense qu'il y a différents modes de déploiement autour de ça. Et puis, après, à partir de 2018, ben c'est la caisse enregistreuse. Il est temps d'avoir des gains. Et c'est ce qu'on commence à avoir. On a eu des gains très significatifs au niveau de la transformation numérique. Quelques exemples. Sur la partie qualité, sur la partie assemblage. Maintenant, lorsqu'on assemble en fait un vilebrequin au niveau du moteur, on va le faire tourner. Et on va mesurer en fait la force résistive du vilebrequin, qui va nous amener en fait à avoir une analyse par signature avec une base de données qui s'appelle QualityWorks, qui va nous dire si on a un petit coco qui s'est mis entre le trottinet et le vilebrequin. Avant, on ne savait pas voir ça. Et donc, on avait marqué.
Voilà. Aujourd'hui, on le voit, donc en fait, on arrête le moteur, et on est capable de le démonter, de remplacer le cuissinet, de repartir. Juste avec ce projet-là, on a, pour un investissement de 35 000 euros, économisé par an de 350 000 euros de coût qualité, simplement parce que lorsqu'il y avait du copeau, on testait le moteur en premier tour de roue, on pouvait avoir des clipages, et donc il fallait remplacer le moteur. Ça, c'est complètement supprimé. On a éradiqué ce problème-là grâce en fait à cet investissement en fait frugal. On voit là la dimension en fait de la puissance d'être capable de détecter le process au bon moment pour justement arriver à la qualité du produit. Un autre exemple que l'on a mis en place, c'est au niveau des bancs d'essai. On a 100% de nos moteurs qui sont testés en production, on va mesurer la puissance. Et donc autour de ça, on va faire en fait ce qu'on appelle une détection acoustique. C'est-à-dire qu'on va avoir un démarreur qui va entraîner le moteur à grande vitesse, sans injecter de carburant. D'accord ? Si jamais votre géoculbuteur n'est pas réglé correctement, il y a un petit martèlement qui se fait. Et là, en fait, la détection acoustique va nous donner un signal qu'on va analyser et qui va nous permettre de mesurer ce martèlement, de le voir, et donc d'arrêter le moteur et de faire le réglage au moteur qui va bien. Ça, c'est quelque chose qu'on était capable de faire il y a seulement 2 ans. Un autre aspect, c'est la dimension de productivité. On a une machine robotisée, unique au monde, qui va faire en fait l'insertion automatique de l'ensemble piston-bielle à l'intérieur du bloc. Bon. Très compliqué, on a mis ça en place il y a 10 ans, c'est pas très content, il y avait quand même un taux de fiabilité sur l'équipement qui était moyen. On a fait parler la machine, on a mis des capteurs, j'ai mis un de mes ingénieurs qui est très proche d'un profil data scientist sur le coup, on a vraiment mis. On a complètement fiabilisé l'équipement, on a gagné en temps de cycle plus de 20%, et la machine est devenue un non-événement, alors que c'était la machine qui nous bloquait en termes de capacité sur les pourcentages. Donc ça, c'est vraiment des résultats extrêmement tangibles. Alors lorsqu'on regarde après au niveau des technologies, quelque part, qu'est-ce que l'on voit? En fait, il y a très clairement le big data, le contrôle des processus, c'est vraiment le cœur de notre action. C'est là où on a vraiment voulu travailler. C'est assez intéressant de voir que, contrairement à ce que j'entends un peu partout, c'est facile de trouver des gens qui analysent les données, et puis des gens qui ont du goût pour la partie IT. C'est pas un problème. C'est pas un problème, notamment sur les jeunes générations. Il y a un ingénieur sur 2 qui est prêt à faire ce job-là. Moi, j'ai beaucoup plus de mal à trouver des maintenanciers, des techniciens méthode usinage, des techniciens méthode assemblage, que des personnes qui ont le goût des données et qui parlent le langage des bits. Ça, c'est beaucoup plus facile à trouver, en fait. Donc, je pense que c'est intéressant aussi de remettre un petit peu les choses dans leur contexte. Actuellement, dans mon groupe, j'ai à peu près 150 personnes et j'ai 4 personnes qui travaillent quasiment à temps plein sur l'analyse de données. Et ce sont des profils qui sont effectivement au départ des gens qui ont fait le process, qui ont fait le produit. Ce ne sont pas les ingénieurs informaticiens. C'est des gens qui connaissent bien, qui maîtrisent bien le process et le produit et qui, quelque part, ont une sensibilité, une appétence particulière par rapport à tout ce qui est informatique. Donc ça, c'est vraiment le big data, c'est vraiment le cœur du process. On a quelque part défini que pour nous, big data, c'était une technologie principale et puis des technologies complémentaires. Alors, la technologie complémentaire, là, vous en avez quelques-unes. Robot collaboratif. Chez nous, on va dire, c'était un succès sur une application. On a un robot, une universal robot, qui tourne pour huiler, en fait, faire un huilage de volant. Typiquement, c'est un projet pour lequel on n'a pas supprimé de poste. On avait une activité qui représentait à peu près 0,8% d'un temps plein ouvrier de production. Il fallait se déplacer de station X à une station Y, venir donner un coup de volant avec un pistolet et repartir. Autant vous dire que ce n'était pas une opération très populaire, très appréciée par tout le monde. On a mis un robot collaboratif, il fait ce travail-là. Il est collaboratif dans le sens où il n'y a pas de barrière matérielle. On n'a pas encore mis en place un vrai collaboratif qui travaille main dans la main avec un opérateur de production. Alors il y a des raisons par rapport à ça, hein, c'est que d'un point de vue réglementation française, intégrer un collaboratif, c'est pas dur encore. Hein. Nous, on a beaucoup de succès, beaucoup de difficultés pour trouver un intégrateur qui est prêt à nous intégrer un collaboratif. Et même pour ce qu'on a fait là, avec juste de la barrière immatérielle, ça a pris plus de 6 mois pour définir l'analyse de risque et mettre en place le repos collaboratif. J'en ai un deuxième qui utilise actuellement en démo, et voilà, on continue à réfléchir à comment le mettre en application, notamment sur toute la partie emballage, je pense qu'on va trouver un champ d'application. Pour nous, clairement, c'est une technologie complémentaire, c'est pas la technologie principale. On a mis en place également notre premier AGV, hein, qui est un chariot élévateur autoguidé. Fedwick, ça par contre c'est une première, probablement mondiale, c'est la première fois qu'on a un AGV Fedwick qui est utilisé pas pour transporter de la matière en termes de logistique, mais c'est vraiment un convoyeur sur une ligne d'assemblage, flexible.
Donc on assemble le moteur et l'AGV va vous prendre le moteur, vous mettre à la bonne hauteur sur une station, l'opérateur va travailler. Après, l'AGV va descendre le moteur, passer à l'étape d'après, la station d'après, et le mettre à une hauteur différente pour un autre type de travail. Ça, c'est quelque chose qui est relativement nouveau. On a démarré ça début janvier. La beauté du truc, c'est que c'est vraiment un assemblage complètement flexible. Il y a zéro génie civil. Si vous voulez dépasser les stations, vous faites. Voilà. Ça, c'est vraiment quelque chose qui marche bien. L'usine visuelle, ça, c'est vraiment... au niveau du big data, vous avez vraiment finalement les deux niveaux d'expertise. Il y a ce qu'on retrouve avec la capacité à faire de l'algorithmie, à utiliser AirShiny, des logiciels super compliqués. Là, on a justement besoin de personnes pour faire un petit peu de maths. Et on a en fait un profil dans l'organisation qui a un cursus universitaire en maths, et qui est aussi très mécanicien, et qui nous fait en fait toutes ces analyses un peu pointues. Et c'est ce qui permet typiquement de faire la fiabilisation d'équipements que j'ai mentionné précédemment. Et puis il y a aussi simplement aller piocher dans les bases de données et puis donner l'information en temps réel, au bon moment, sur l'équipe de production de l'assemblage du premier brin, comment est mon OPI, comment est ma qualité, comment est ma sécurité, est-ce que je suis bien à l'objectif par rapport à ma cadence de la journée. Ça, en fait, on a développé des écrans que vous pouvez voir là, un peu partout, qui permettent vraiment d'alimenter en fait, et de donner la bonne information au bon moment. Il y a 3 ans, on avait 0 écran. Maintenant, on a développé une quarantaine d'écrans tableaux dans tous les domaines, y compris de la gestion de charge au niveau méthode, y compris la gestion de charge au niveau métrologie. Plus loin au niveau métrologie, il y a un élément écran avec 5 ou 6 feuilles tableaux qui permettent en fait de piloter l'activité en fait, de l'électro au fil de l'eau. L'impression 3D, pour nous l'impression 3D c'est pareil, c'est une technologie complémentaire. De grosses machines d'usinage ne sont pas prêtes d'être remplacées par de l'impression 3D acier. On a en fait une imprimante depuis maintenant 3 ans, qui tourne 24/7, qui nous fait essentiellement de la résine pour tout ce qui est process d'amélioration continue, petits découpages, petits outils. On fait avec ça, on va dire plusieurs centaines de projets d'amélioration continue par an. On est en train de regarder pour acheter un nouvel équipement au niveau impression 3D avec une matière peut-être résine mais un peu plus élastique, puisque maintenant ça commence à se faire. Et sur la partie impression 3D acier, on regarde également ce qui est possible de faire. Globalement, le constat qu'on a aujourd'hui, c'est que c'est trop cher. On n'a pas forcément besoin de l'impression 3D acier pour les pièces moteurs. On n'a pas trouvé de business model pour le faire aujourd'hui. Mais par contre, on a une pièce référence. Voilà. On l'a fait faire par de l'impression 3D acier et on mesure le coût de revient année après année. Il y a un moment, il va se passer quelque chose. On est encore un petit peu loin de bouquet. Vous voyez, c'est ça aussi l'avantage d'avoir en fait un groupe qui réfléchit sur l'innovation. Je pense que ce qui est important dans la partie 4.0, c'est de se construire, nous tous, un leadership d'opinion de qu'est-ce que c'est que le 4.0, c'est quoi les différentes technologies, est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien. Voilà. Vous verrez que vous remarquez ici une chose, c'est qu'il n'y a pas de réalité augmentée. Il n'y a pas de réalité virtuelle. On ne dit pas que c'est pas bien, on a juste choisi notre combat. Et ce qu'on dit, c'est qu'aujourd'hui, avec notre intégration PDM, avec la modélisation 3D de nos équipements de production qui est encore un peu, qui n'est pas encore complètement optimisée, on n'est pas encore prêt à franchir le Rubicon, à développer des solutions de réalité virtuelle complexes, donc on ne le fait pas. Par contre, on est en train de tester un outil qui est un outil de formation pour peindre, parce que peindre en fait à moteur industriel c'est compliqué, et on est en train de travailler avec un prospect pour une solution de formation. Vous avez en fait le peintre qui est en réalité virtuelle, un moteur, et en fait on arrive à voir après s'il est couvert de l'avion, s'il a de la bonne peinture au bon endroit, etc. C'est assez cochon. Voilà, donc on est plutôt parti pour acheter des solutions que réellement développer ça sur la partie réalité augmentée. On entend parler aussi de techno comme l'ergosquelette, des exosquelettes actifs ou passifs. On en a 2 en interne. On a acheté deux Laevo qui sont en passif. Et là, actuellement, on est dans une phase de test, au niveau des différents métiers, en travaillant avec l'herbe de l'homme et en travaillant avec les personnes de travail. Donc ça, c'est relativement là. L'important, ce 4.0, c'est pas de disperser. Il faut savoir ce qu'on cherche. Je pense que le 4.0, l'innovation, en aucun cas, c'est une stratégie par elle-même. C'est un moyen. Nous, notre stratégie, c'est toujours le même. Satisfaire le client, améliorer la sécurité, la qualité, la productivité, la rentabilité, améliorer les conditions de travail au niveau du site, améliorer l'engagement des employés. C'est ça notre objectif stratégique.
Et pour nous, l'innovation, c'est un moyen d'y arriver, d'accélérer en fait ce processus. Alors à ce stade, ça fait 3 ans. Ce qu'on peut dire, c'est que on est plutôt content des résultats qu'on a obtenus dans une dimension de station de travail. On a amélioré la station de travail sur le contrôle qualité du hydrocarbure lorsqu'on tourne. On a amélioré la station de travail en détection des vents d'essai. Sur des machines d'usinage, maintenant, typiquement le galetage des hydrocarbures, on va avoir une mesure de la force de galetage, on va savoir en fait avant même que la pièce ne sorte si la pièce est galtée correctement. Donc ça c'est vraiment un axe qui est important, mais c'est au niveau de l'utilisation. On a vu précédemment des présentations sur un modèle plus holistique, l'interopérabilité, l'interconnexion, etc. Moi je pense qu'il faut marcher avant de courir. Et un jour on courra. Un jour on sera capable, effectivement, au niveau du site, d'avoir en fait cette interconnectivité entre les différents équipements, entre la logistique d'un côté, entre l'assemblage des images de l'autre. Ça existe déjà avec SAP, mais quelque part on peut probablement progresser autour de ça. Notre ambition, c'est déjà d'acter en fait les différentes améliorations de processus qu'on va faire sur les stations de travail personnalisées, individualisées, usinage, assemblage, matière, ingénierie, etc. Et après, en fait, on travaille sur des solutions plus holistiques. Une solution holistique sur laquelle on travaille actuellement, c'est la supervision de ligne. On n'a pas aujourd'hui de supervision de ligne à la hauteur de nos ambitions. C'est-à-dire, en fait, être capable à tout moment de savoir, voilà, telle machine, on a 180 machines à usinage quand même, on a une ligne d'assemblage avec plus de 200 stations. Ce qu'on ne sait pas dire aujourd'hui à l'instant T, c'est mon OPI sur telle machine depuis le début d'équipe, c'est celle-là. Je suis embêté en MTBF ou en TTR sur tel équipement tout de suite là maintenant. Là, j'ai une machine comme attente, comment se fait est-ce qu'il ne faut pas avoir une montage de production plus fin? Vous voyez, ça, on voudrait développer, on l'a partiellement, mais ce n'est pas encore complètement développé. Donc pour en fait réussir à créer ces solutions plus globales, on s'est dit que d'un point de vue organisation, il fallait qu'on franchisse une étape. Donc ce qu'on a créé, c'est ce qu'on appelle un laboratoire de transformation numérique, qui est en fait un espace qui est au cœur de l'usine, avec une équipe pluridisciplinaire, méthode, maintenance, IT, ça c'est le triangle magique, méthode, maintenance, IT, qui nous permet en fait de travailler sur des solutions plus complexes. Et on alloue du temps à ces personnes. Voilà. Donc on a une équipe, ce qu'on appelle une core team, une dizaine de personnes, et ils ont plusieurs heures par semaine, je ne sais pas exactement ce qu'ils font. Je vais vous dire qu'ils sont dans le labo, ça phosphore, ça réfléchit, ça brainstorm, ça fait des workshops. Voilà, les tableaux sont pleins de données, donc manifestement, voilà, il y a du visuel, ça travaille. Et globalement, l'idée autour de ça, c'est de construire des solutions plus compliquées. On a déjà maintenant un démonstrateur sur la supervision de ligne qui commence à être abouti. Ça y est, on a construit un peu un leadership d'opinion sur quelle est la solution technique qu'on veut développer pour le meilleur récupérateur et agrégateur de données au niveau d'une machine, et quelle est la solution technique qu'on voudrait mettre en place pour la partie visualisation et mise en forme. Voilà, on est là. Je pense que d'ici la fin de l'année, on aura mis en place ce type de solution. Donc c'est la prochaine étape, passer sur des solutions plus holistiques. Ce qui est quand même satisfaisant, c'est qu'on est capable réellement de montrer qu'avec les solutions qu'on a déjà mises en place, au niveau qualité, au niveau OPI et collectivité, on a déjà des gains qui sont significatifs mais qui ne sont pas disruptifs. Voilà. Et la vision qu'on a avec notamment le pilotage de ligne, c'est franchir une étape additionnelle, être capable de donner en fait un bilan opérationnel plus global au niveau du site, du genre, grâce à ça, je gagne au niveau de l'unité X centaines de milliers d'euros par an. Voilà. Ça, on ne sait pas encore le faire. On sait le faire de point de vue complexe sur un projet. Voilà, notre ambition maintenant, c'est, avec notre core team, de continuer sur cette partie-là et de développer des solutions plus larges. Et passer du mode marché au mode. Voilà. Merci pour votre écoute.